Voilà, c'est le retour sur le plateau pour la seconde partie de l'émission Le Monde en 7. On parlait du Niger avant la pause. Le pays a dénoncé l'accord militaire avec le Bénin, toujours avec mes deux invités, Georges Hérault et Horus Donkovi. Horus Donkovi, c'est vous qui aviez la parole. Vous développiez donc ce point où on voit donc que les États-Unis n'ont jamais gagné de guerre. On voit la France qui opère par intervention, mais également... Et tout ça, les Africains ne sont pas amnésiques. Et il Exactement. y a ce second point que vous vouliez évoquer avant la pause. Oui. Exactement. Donc, moi, ça m'amuse un peu quand on essaye de faire croire que les populations sont instrumentalisées. Il faut faire attention. C'est penser que, si vous voulez, la conscientisation des masses s'est opérée récemment. Je ferais remarquer aux gens que Alpha Blondy chantait Armée française, allez-vous-en, à l'époque de Gbagbo. Ça fait 10 ans. Il chantait allez française, allez-vous-en, on veut plus de Chine. Ça fait 10 ans. Pour revenir à l'aspect culturel, c'est pour dire que ce sont des messages qui passent depuis 10, 20, 30 ans. On n'est pas, comment on appelle, mettons que nous ne sommes pas d'une génération spontanée. Vous avez des personnes qui ont lutté pour les indépendances, qui sont encore en vie, des personnes qui ont lutté pour la démocratie, qui sont encore en vie. Et maintenant, vous avez une nouvelle génération qui sont tributaires des héritages, de l'héritage, des expertises de ces personnes qui étaient là avant. Donc, pour revenir à mon propos, vous avez eu l'opération Persil en Guinée, l'opération Barracuda, on a eu les Comores, on a eu beaucoup d'opérations françaises qui se sont soldées par parfois des réussites et des échecs. Maintenant, cela étant dit, il y a le second aspect que je voulais aborder, c'est celui de, comment dirais-je, d'une société qui observe aussi que pendant que vous êtes en train de faire venir des troupes au Bénin, du matériel au Bénin, et que vous voulez investir le Niger, étonnamment, au Mali, on a de nouvelles tentatives de déstabilisation. On a la resurgence de la crise au de la nord, crise au nord avec le l'Azawad, CMA, et le MLNA, et ainsi de suite, et tout ça. C'est étonnant. C'est comme si, à cause du soutien apporté par le Mali et le Burkina, comment dirais-je, on s'évertuait à créer un deuxième et un troisième front pour occuper ces troupes-là, qui éventuellement pourraient aider le Niger dans sa résistance. Et puis il y a le dernier point, qui est celui des 2 poids 2 mesures, qui est celui où on condamne le coup d'État au Niger, on applaudit celui du Gabon, on trouve une parade, on use des syntaxes en disant que au Gabon, il s'agissait d'un coup d'État frauduleux, qu'au Niger, c'était acquis, en oubliant que lorsque M. Bazoum est élu président, c'est vrai, il a bénéficié du président qui était là avant lui, c'est-à-dire Madamo Issoufou, qui lui a réussi à évincer l'opposant qui était son concurrent direct. Donc cet opposant-là ne participe pas aux élections. Et donc la classe politique nigérienne peut elle aussi se prévaloir d'avoir été flouée quant à la non-participation de son opposant charismatique aux élections. Donc les élections peuvent avoir été tout à fait logiquement bien faites, mais le vice s'est situé avant, dans le fait que l'opposant charismatique, lui, n'a pas pu participer aux élections. On a créé, si vous voulez, un boulevard pour M. Bazoum. Et au Gabon, on applaudit, on a l'impression que tout est lisse. C'est 2 poids 2 mesures que les Africains observent. Maintenant, comme je disais pour le cas du Bénin, moi je ne suis pas très étonné parce que comme je disais dans l'histoire, le colon a montré qu'il comment dirais-je, il maîtrise le contre-exemple. Vous ne m'écoutez pas, vous ne me suivez pas, vous êtes subversif. À côté de vous existe un voisin qui, lui, est beaucoup plus flexible quant à nos attentes. C'est ça, ça a été, si vous voulez, l'histoire de toutes les pacifications africaines. Lorsqu'on comment dirais-je, on a aboli en griffe la traite négrière et que maintenant on a dit qu'on va faire les colonies, on a commencé à casser les protectorats et qu'on a commencé à investir les territoires africains, ça a été la même chose. C'est-à-dire, on a monté Tofa contre Béhanzin. On a monté les rois locaux contre Samori. On a monté les rois locaux contre Lat Dior. On est parti jusqu'à son propre cousin. Et le processus a toujours été le même. C'est-à-dire pénétrer le territoire, opposer à celui qui nous résiste quelqu'un de beaucoup plus maniable, de beaucoup plus coulant,
lui donner la possibilité de l'argent, la possibilité de l'armement, la possibilité logistique et ainsi de suite. Et après, là où ça devient beaucoup plus vicieux, faire une communication intensive au niveau des masses en disant, mais regardez celui qui résiste, il n'a la possibilité de n'assurer aucun développement à son peuple. Alors que celui qui nous soutient, regardez, il a des ponts, il a des immeubles, il a des gratte-ciel. Regardez, il y a de belles voitures qui viennent chez lui. Vous ne voyez pas ces riches qui sont dans ce territoire-là? C'était toujours le même principe, la même technique. Vous voyez l'indépendance d'Haïti, la même chose. On a été défait par Haïti, ok. On a été contraint de leur offrir de la liberté, ok. Mais après, qu'est-ce que l'on a fait? On a fait un blocus autour. Et qu'est-ce que l'on a fait à Haïti? On s'est arrangé à découper l'île d'Hispaniola en deux. Donc il y a Haïti, la libre. Et puis, il y a la République dominicaine qui absolument pas ne voulait pas être libre. La République dominicaine attendait qu'elle puisse avoir un nouveau colon. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un embargo. On a saboté l'économie d'Haïti. Par contre, la République dominicaine, mais il n'y a pas de problème. Elle a eu les investissements. On a mis un contre-exemple qui permet aux gens de dire « Ah, mais regardez les Haïtiens, malgré leur liberté, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, ils n'arrivent pas... » Alors qu'on a saboté à la base. Prenez la Guinée, même chose. Voilà. Georges Hérault, quand... ça, c'est le Niger qui le dit. Quand il y a stationnement de militaires, il parle de mercenaires, de matériel de guerre au niveau du Bénin, dans le contexte qui est celui qu'on connaît. Est-ce que le Niger n'a pas le droit de s'interroger et de s'inquiéter? Bon, avant de répondre, je suis un peu fasciné par la démonstration de Russe pour ce qui concerne l'histoire. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que s'il y a tous ces expériences que nous avons vécues avec tout ce que tu viens de dire, pourquoi nous les Africains, nous ne tirons pas leçon du passé? Parce qu'on n'archive pas. Oui, c'est ça donc notre crime. ça veut dire que... Je vais donner un exemple. Par exemple, quand tu vas en France, De Gaulle a été évincé du pouvoir. En 69, les gens sont sortis dans la rue, ils ont dit va dehors. Mais De Gaulle a laissé ses mémoires. Tu as des documents sur Napoléon. Nous, ce qu'on a fait, c'est que actuellement, par exemple, si je prends le cas du Togo, nous n'avons pas les mémoires d'Yadema. Nous n'avons pas les mémoires de ceux qui ont travaillé avec lui. Et donc, par conséquent, nous ne pouvons pas anticiper. Donc, Déby a dit, c'est les Français qui m'ont maintenu au pouvoir. Oui, et Horace, en fait, ce que je voudrais dire, en m'interrogeant sur tout ce que tu viens de démontrer, j'espère que dans ces pays-là où il y a la transition, où il y a les coups d'État, il y a au moins quelqu'un parmi eux, parmi les militaires, qui quand même a ces informations-là, qui connaît l'histoire comme tu viens de le retracer. Et donc, il faut savoir qu'avant d'arriver à la rupture, il faut se préparer. Tout à fait. Donc, c'est dit qu'on n'a pas un niveau de préparation. C'est tout ce que j'ai démontré ici. On n'a pas un niveau de préparation qui nous permet la rupture. On annonce la rupture. La personne peut facilement déstabiliser. C'est ça le problème qu'on a. Donc, si on n'a pas un niveau de préparation, autant se préparer sur une période, et c'est pour cela qu'il faut fixer des objectifs. Je l'ai dit ici en démontrant que, même y compris le Togo, ce n'est pas que le Togo, il n'y a pas un certain nombre d'avancées par rapport à la relation France-Afrique au Togo. Mais ça se passe sous silence, et que beaucoup de personnes ne savent même pas. Donc, c'est pour dire... Je ne parle pas seulement du Togo. Maintenant, pour ce qui concerne l'inquiétude, oui, effectivement, étant donné que le pays doit être sur ce qui vivent, je parle du Niger, quand il y a ces débarquements de matériel de guerre au niveau du Bénin et que le renseignement a démontré qu'il s'agit des armes de guerre contre le Niger, il y a de quoi quand même à s'inquiéter, il y a de quoi à intervenir ou à mettre des conditions draconiennes pour permettre à ce que le Bénin ne puisse pas servir de base pour déstabiliser le Niger. Et je le dis ici que normalement ça ne devait pas être ainsi. Et comme Horus l'a dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce soit
certains dirigeants dans nos pays, ils savent qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peut pas dénoncer. Ils sont quand même, je ne dis pas, je ne sais pas comment le dire, mais je ne sais pas s'ils sont liés par un certain nombre de secrets qui leur permet d'être quand même au poste qu'ils sont aujourd'hui. Mais le Bénin, aujourd'hui, signant un accord avec le Niger, c'est pourquoi? C'est pour lutter contre le terrorisme. Quand les terroristes vont quand même arriver à prendre en étau le Niger, il restera quel pays? Il restera nos pays. Et donc, le Bénin ou bien la CEDEAO, avant de faire une intervention au Niger, cette intervention doit être réfléchie, repensée, pour voir s'il n'y aura pas des conséquences sur nos pays. Et donc, moi, je ne vois pas, même si on a les moyens d'intervenir au Niger, moi, je ne vois pas dans quel cadre on peut intervenir. Pour faire quoi? Pour remettre Bazoum sur le trône. Et qui va servir de garde pour Bazoum? C'est en cela qu'il faut voir la faisabilité de ce qu'on est en train de mettre sur pied. Aujourd'hui, est-ce que Bazoum va accepter, après tout ça là, redevenir président de la République du Niger? C'est de la honte, selon moi. Moi, je pense que, comme je l'ai dit plus haut, on estime que cette transition, ou bien ce coup d'État, c'est déjà consommé. On fait en sorte que les transitions ne durent pas. En fait, le problème des transitions, c'est aussi ça. Quand ça dure de trop, ça rentre dans la dictature pure, ça rentre dans le populisme, dans la propagande, parce que arrivé à un moment donné, la transition ne voudrait pas avoir des opinions contraires, parce que c'est normal, ce sont des humains. Quand Embalo dit qu'une transition n'est pas envisageable au Niger, vous comprenez cette position un peu va-t-en-guerre Non, en fait, c'est la même chose, non? Quand il y avait coup d'État au Mali, en ce moment, le président de la CEDEAO était le Ghanéen. C'est la même rhétorique. C'est des choses, normalement, qu'on ne doit plus prendre comme ça au deuxième degré. En fait, ils sont je dirais, dans leur jeu favori au niveau de la CEDEAO, où les présidents, quand ils se regroupent, chacun démontre son ego. Ça s'arrête là-bas. Mais maintenant, ce qui doit être fait, c'est faire en sorte que la diplomatie soit une diplomatie très active et non pas une façon très énergique de rompre à tout bout de choses, de champs, et ça met en péril les relations entre les États et la population. Alors moi, je pense que l'histoire de Bazoum est un prétexte parce qu'il n'y a aucune logique dans l'histoire. Pour moi, je pense que le souci avec Bazoum n'est pas qu'il ne soit plus aux affaires. Le souci avec Bazoum, disons avec le coup d'État qu'il y a, est que ce ne soit pas un coup d'État qu'on ait pu anticiper au point de prévoir, au point de sécuriser un certain nombre peut-être d'avoirs ou de contrats. Parce que le ridicule de l'histoire en ce qui concerne le Mali, le Burkina et la France, c'est que oui, les gens ont dit on ne veut pas réavoir des coups d'État comme avant, il n'y a pas de problème. Des gens ont dit oui, ce sont des coups d'État qui sont venus, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que ces coups d'État actuels, les coups d'État qu'on observe, ne sont absolument pas plus intransigeants que les coups d'État que l'on a pu avoir avant. Les coups d'État d'avant, c'était des coups d'État où on nationalise. Les coups d'État à l'époque de ce qu'on a pu voir avec Kirikou, Yadema et bien d'autres, ce sont des coups d'État où, lorsque l'homme fort arrivait au pays, il prenait tous vos investissements et il nationalisait d'un coup. C'est-à-dire qu'on allait prendre la société française et demain on dit non, elle est malienne. On va prendre la société américaine, demain on dit non, elle est burkinabé. On prend la société nigériane, on dit la société française au Niger, on dit non, mais c'est au Nigérien. Et vous montez, vous descendez, vous ne pouvez rien faire, à part revenir renégocier avec les putschistes, comme ils appellent. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans ces pays-là. Dans chacun des États où il y a eu des coups d'État,
la première des choses qui a été faite, c'est préserver les intérêts de ceux qui y avaient investi. Au Mali, on n'a pas dessaisi, vous avez toujours Orange au Mali. Au Burkina, vous avez toujours des intérêts français, des intérêts américains, des intérêts canadiens. Vous allez au Niger, c'est la même chose. Et donc, je ne comprends pas les invectives, d'autant plus que, apparemment, les avoirs, les ressortissants, d'ailleurs, les ressortissants sont toujours au Mali, ils sont toujours au Burkina, ils sont toujours au Niger, ils n'ont pas quitté le pays. On a eu une comédie, on a dit oui, voilà, on veut évacuer les ressortissants. On veut évacuer les ressortissants. Certains ressortissants ont dit qu'ils ne quittent pas le pays, qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils veulent quitter le pays. À aucun moment ils n'ont été attaqués, ils n'ont été inquiétés. À aucun moment leur avoir n'a été saccagé. La seule image qu'on a vue, c'est des Nigériens devant l'ambassade en train de saccager. Ils ne sont pas rentrés à l'intérieur de l'ambassade. Ils n'ont pas touché à l'ambassadeur, ils n'ont pas touché aux employés, ils n'ont touché à personne. Donc la communication qui consiste à envenimer la chose pour faire croire à l'opinion publique qu'il faut de la nécessité d'une intervention ne tient pas. Maintenant, quant au retour de M. Bazoum, tout ce continent, je pense la planète entière sait que c'est caduc. Et il a été enlevé du pouvoir, je pense quoi. Ça fait bientôt 2 mois. Ça fait pratiquement 2 mois. Comme Georges le dit, ok d'accord, vous le remettez au pouvoir, c'est qui son armée? Qui le garde? Vous allez enfermer tout l'état-major? Qu'est-ce que vous faites? C'est caduc. Donc la chose sur laquelle vous pouvez vous entendre, c'est une nouvelle élection, à laquelle éventuellement, à vous de voir, il pourrait se présenter ou non. On dit, M. Bazoum nous a fait, M. Bazoum est en otage. C'est étonnant. M. Alpha Condé est dans son pays, il est en Guinée. Ça ne pose aucun problème. Des anciens présidents, même après des coups d'État, sont restés dans leur pays. Maintenant, après, oui, je peux comprendre que on puisse discuter sur la nécessité d'un coup d'État, le fait qu'il soit apprécié ou non, et ainsi de suite. Ceux qui ont fait ces coups d'État ont qualifié la chose de révolution. La note historique de la chose, c'est qu'une révolution, elle est toujours attaquée. Et maintenant, la note historique de la chose est que les Africains ne sont pas les premiers à faire des révolutions. La Révolution française, quand elle a été faite en 1789, elle a été attaquée. Et elle a été nettement plus violente et nettement plus sanglante que ce dont on parle aujourd'hui. D'ailleurs, parce que cette révolution-là a échoué, on ne le mentionne pas, 10 ans plus tard, Napoléon est venu en tant qu'empereur. C'est parce que la République avait échoué. C'est ça. Les États-Unis, quand ils font leur révolution, la suite, c'est les Anglais qui les attaquent. Les bolcheviks, quand ils font leur révolution, la suite, c'est une Europe qui se tourne contre eux. On préfère même les nazis aux soviets. Donc, chaque révolution est comment dirais-je, attaquée de toutes parts. Et là, peut-être, oui, dans le sens de ce qui s'est passé actuellement, oui, les personnes qui s'investissent dans le propos révolutionnaire et qui souhaitent la révolution et ainsi de suite, doivent comprendre qu'une fois que vous l'avez instituée, et lorsque vous avez fait cette révolution, ce n'est pas les 10 années qui suivent, ce n'est pas les vacances. Oui, il faut travailler. Il faut travailler. D'accord, on va passer au prochain sujet, c'est le Maroc. Le Maroc qui vit au rythme des conséquences du séisme qui a frappé le pays depuis plusieurs jours maintenant. 2122 morts, c'est le bilan qui est communiqué pour le moment. Les secouristes continuent de fouiller les tas de gravables, espérant trouver de nouveaux survivants, mais l'espoir s'amenuise désormais. Le Maroc a accepté l'aide de 4 pays après donc ce séisme, mais l'aide proposée par la France n'a pour l'instant pas été acceptée. La ministre française des Affaires étrangères estime qu'il ne faut pas chercher une polémique dans cette affaire, et chercher une polémique est tout à fait déplacée. Mais toujours est-il que la France a fait partie des premiers pays à avoir proposé donc son aide au Royaume, que celui-ci n'a jusqu'à présent pas accepté officiellement. Georges Hérault, il est encore question de la France. Nous ne sommes plus au Sahel, nous sommes au Maghreb ici. On sait qu'entre Rabat et Paris, il y a quelques frictions. Quand Rabat n'accepte pas l'aide de Paris pour le moment, c'est vrai que, comme avec les artistes, Paris tente de minimiser, il n'y a rien là, mais il y a quelque chose. Samuel, je pense que véritablement, il ne doit pas y avoir de polémique, parce que ce n'est pas seulement pour la France que
le Rabat n'a pas, le Maroc n'a pas accepté, il n'a pas non plus c'est accepté. l'argument premier que Paris a avancé. Il n'a pas non plus accepté pour la Belgique. Ouais. Donc je ne pense pas que en fait, là ne se trouve même pas le problème. Le problème, si nous devons peut-être creuser, nous devons savoir que si vous prenez l'Espagne et les autres pays qui ont reconnu la souveraineté, qui n'ont pas reconnu plutôt la souveraineté du Sahara occidental, le Polisario. et surtout ces pays-là qui quand même ont été aux côtés du Maroc, c'est ces pays-là que peut-être ils appellent par les pays amis. Mais est-ce qu'il faut comprendre tout simplement que la relation entre le Maroc, depuis un certain moment, comme la France, surtout Emmanuel Macron était venu, n'a pas reconnu, et surtout avec le problème de visa, les restrictions au niveau des visas des Marocains en France, et ces relations-là ne permettaient pas à la France d'être bien vue par le roi. Et vous savez, vous allez voir que ces derniers temps, la France était véritablement aux côtés de l'Algérie, qui est un voisin malvenu au Maroc. Donc tout ça là ont montré que la relation entre la France et le Maroc n'était pas au beau fixe. Maintenant, pour ce qui concerne le cadeau ou bien les dons de la France au Maroc, moi je pense que nos valeurs, qui sont des valeurs que nous défendons tous, quand il y a un problème dans la maison du voisin, même si on estime qu'on n'est pas en bon terme avec une personne, ou bien qu'on estime qu'on a beaucoup de ressources, quand on te fait un don, comme on dit chez nous, on ne refuse jamais un cadeau. On te fait un don, on peut le prendre. Mais si aujourd'hui le Maroc a refusé de prendre ou bien de refuser l'aide de la France, quand je dis il n'y a pas question de polémiquer, cela veut dire que ça en dit long et ça montre combien de fois les relations ne sont pas bonnes entre la France et le Maroc tout court. Il ne faut pas aller passer de 4 chemins. Aujourd'hui, il faut voir qu'au niveau des pays maghrébiens, ce n'est pas la même chose au niveau de l'Afrique subsaharienne, surtout subsaharienne francophone. Eux, ils n'ont pas cette vision de nous considérant la France comme un colon, considérant la France comme quelqu'un qui veut mettre la main mise sur leurs ressources, etc. Mais c'est des relations de gagnant-gagnant qu'ils avaient entrepris, où à un moment donné, ils ne trouvent pas véritablement leur compte, ou que la France ne les soutient pas dans un certain nombre de leurs intérêts qu'ils ont dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc, nous n'allons pas quand même faire de polémique, parce que quand moi je parle de polémique dans mon cas, je parle de cette polémique qui consiste à considérer la France dans ce cas comme étant un colon, quelqu'un qui veut dicter la loi à ces pays. Et c'est un peu contraire. Ce n'est pas de la même façon que nous devons aller sur ce terrain d'analyse qu'en ce qui concerne le Maroc. Horus Donkovi, vous pensez aussi, comme la ministre, qu'il n'y a pas de polémique, la ministre française? Il y a beaucoup de polémiques. Catherine Colonna. Alors, si vous voulez, je pense que le problème avec le gouvernement français, c'est de s'apercevoir que ils perdent en légitimité. Et je pense que ça, c'est la chose la plus violente sur ces dernières années. Avant, lorsque ce gouvernement s'exprimait, il y avait toujours, comment dirais-je, de la part des pays qui sont les nôtres, un genre d'approbation quasi automatique. Dire, ah, mais ils disent vrai. Ah, après tout, leur avis n'est pas si mauvais. Ah, mais il y a de la pertinence dans ce qu'ils disent. Actuellement, c'est carrément le contraire. C'est-à-dire, dès qu'un avis est émis, il y a de la suspicion. Et donc, petit à petit, je pense qu'ils se rendent compte, au fur et à mesure des frictions, qu'ils sont délégitimés.
le Niger aurait fait cela, on aurait dit ah oui, les Nigériens. Le Burkina, le Mali aurait fait cela, on aurait dit ah oui, mais pourquoi, de quel droit le font-ils? Et maintenant ils s'aperçoivent que le Maroc, qui est vendu par eux-mêmes, qui est vendu par eux-mêmes comme un pays sous-développé, en voie de développement et tout ce qu'on veut, ce Maroc s'arroge le droit de dire non, nous ne voulons pas de votre aide. Chez nous, je pense qu'en Afrique, c'est une symbolique violente. Celui qui a soif, à qui on offre de l'eau et qui te dit je ne prends pas ton eau. Et il est droit, il te dit je ne prends pas ton eau, je vais prendre plus de kilomètres, je vais marcher encore 2 kilomètres pour aller prendre l'eau de l'autre. C'est carrément un désaveu. Et comment dirais-je, Mais en même temps, Paris parle d'une priorisation des propositions d'aide. Je cite les propos de la ministre. Le Maroc est maître de ses choix qu'il faut respecter et a pris la décision de prioriser l'arrivée de l'aide en fonction de son évaluation de la situation. Mais tout à fait. Tout à fait. Moi, effectivement, je vais donner un exemple. Les gens qui s'étonnent, par exemple, du refus du Maroc. Mais je vous ferai remarquer que Haïti a eu, je pense, 1 ou 2 tremblements de terre. On a eu tout l'ONU. Qu'est-ce qu'on est parti amener là-bas? C'est le choléra. Est-ce que ça a amélioré la situation sanitaire à Haïti? Non, ça a empiré. Pire, actuellement, il y a une déstabilisation totale politique et sociale du pays. Et on n'arrive même pas à trouver, on ne parle pas d'armée, des policiers, on n'arrive pas. Le Kenya s'est dit, je vais intervenir à Haïti. On est encore en train de faire un débat. C'est-à-dire, vous ne proposez pas d'hommes, mais vous débattez sur celui qui a dit qu'il va en envoyer. C'est ça. Donc, par conséquent, le Maroc fait partie de pays qui ont compris que l'aide, c'est moi qui dois l'organiser. C'est moi qui sais. Ce n'est pas à vous de venir expertiser chez moi. C'est moi qui expertise chez moi et qui vous dit ce dont moi j'ai besoin. Et en fonction de l'aide dont j'ai besoin, mais je choisis les partenaires les plus efficaces. Ce n'est pas à vous de m'imposer une aide. Parce que les médias français, dans la cabale qui a été orchestrée, la cabale médiatique, je dirais, c'est qu'à un moment, de quel droit peuvent-ils refuser une aide? L'ironie du sort veut que, au moment où il y a eu un problème au Maroc, il y en a eu en Libye. Étonnamment, la Libye qui est en guerre par l'intervention d'on sait qui, n'a pas bénéficié du même couvert médiatique. On a l'impression que cette Libye n'a pas eu les mêmes propositions, qu'on ne s'est pas échiné à envoyer tout un contingent en Libye, ainsi de suite, alors qu'au vu de ce que l'on voit, les Libyens s'en sortent nettement moins que les Marocains. Pour revenir à une anecdote qui est très intéressante, effectivement, si vous voulez, dans le sud, dans les zones côtières, on a ce truc, on dit la honte ne tue pas. Ça, c'est ce qu'on dit dans les zones. On dit non, la honte ne tue pas. Et le problème, c'est que dans les zones subsahariennes, plutôt dans les zones sahéliennes, on dit vaut mieux la mort que la honte. C'est diamétralement deux visions de vie différentes. On dit non, vaut mieux la mort que la honte. Vous voyez le petit Nigérien, vaut mieux la mort que la honte. Mais sur nos latitudes, effectivement, on dit la honte ne tue pas. Eux, ils ont compris que le cadeau que quelqu'un... Alors, c'est Sankara qui disait la main qui te donne, la main qui t'avilit. Je paraphrase. Mais c'est ça. Ils ont compris que le cadeau est empoisonné. On veut aider le Maroc, mais avec des idées derrière la tête. Je rappelle que on tapait sur les doigts du Maroc et sur les doigts même de l'Algérie quand il n'y avait pas de problème en Ukraine. Le jour où il y a eu le problème russo-ukrainien et que les approvisionnements en gaz ont commencé à devenir problématiques, parce qu'il y a l'hiver qui avance et qu'il faut justifier au niveau des populations la hausse du prix du gaz et d'autres d'autres produits, on a commencé à se tourner vers le Maroc, l'Algérie et tout ça, tout simplement parce que ils ont la capacité d'approvisionner en gaz. Les autres qui ont été beaucoup plus malins, qui ont été beaucoup moins dans l'invective, se sont rapidement rapprochés du Maroc. Je pense que c'est le cas de l'Espagne. Et si je ne me trompe, je parle sous le contrôle de ceux qui nous suivent, le cas de l'Allemagne. Les gens se sont retrouvés, oui, on est venu faire copain-copain avec le Maroc parce que nous, on n'a pas envie de manquer de gaz. L'hiver arrive. Bon, là, il y a un problème au Maroc. OK,
prenez de l'aide, ils disent ils veulent pas. Et c'est parce que quand vous allez venir négocier leur gaz, ils vont vous faire ça dur. Ils vont faire ça très très dur. Le contexte aujourd'hui, contexte diplomatique entre Rabat et Paris, il n'y a plus d'ambassadeur de Maroc à Paris. Emmanuel Macron avait programmé une visite au Maroc pour l'hiver passé. La visite n'a pas pu avoir lieu. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu lieu. Tout ça, ça laisse dire que rien n'est au beau fixe entre les deux pays. Et donc, de là que Paris dise je veux aider, c'est vrai, on est dans une situation humanitaire, on a des besoins, mais parfois la main qui te donne, on regarde si elle est bien propre. Samuel, c'est vrai, la main qui te donne, comme on le dit chez nous, quand, au temps de famine, c'est pas tout qu'on mange. Ouais. Et oui, il est vrai, mais seulement, je pense que c'est la manière, la réaction du Maroc nous prouve aujourd'hui que tout ce qui s'est passé depuis la non-reconnaissance de Sahara occidental comme étant une partie du Maroc, les restrictions sur le visa des citoyens marocains, jusqu'au passé récent, ça veut dire que le Maroc n'a jamais digéré. Donc c'est une réaction pour permettre à l'opinion de comprendre que les relations ne sont pas au bon fixe. Donc moi je pense que c'est à Paris de véritablement revoir sa méthode. Je ne sais pas comment il peut le faire, parce que si nous revenons, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que Paris a un droit de reconnaître le territoire saharien comme étant une partie du Maroc. Alors que l'ONU même a déjà envoyé, je crois l'année passée, un émissaire là-bas comme étant déjà intermédiaire. Et vous voyez, cette façon d'annexer, je ne pense pas que c'est la meilleure solution. Est-ce qu'il faut accuser Paris parce qu'il ne voulait pas reconnaître? C'est en cela qu'en quelque part, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dont nous sommes aussi nos propres, c'est-à-dire que nous sommes nos propres bourreaux, puisque c'est d'ailleurs tout ça là qui avait poussé le Maroc à vouloir devenir un État membre de la CEDEAO, j'espère. Que c'est parce qu'à un moment donné, les gens estiment que, ou bien le roi estime que au niveau du Maghreb, il n'a pas tellement de soutien des pays voisins pour ce qui concerne son annexion. Mais il y a de quoi à s'interroger sur l'idée réelle ou bien l'intention réelle du Maroc pour ça. Parce que qu'est-ce qui empêche le Maroc à laisser véritablement ce pays-là pour avoir son indépendance? Nous avons vu beaucoup de cas. Le Togo aujourd'hui, on peut parler du Togo britannique, qui véritablement est un territoire togolais qui a été donné à un moment donné au Ghana. Mais nous ne revenons pas et nous ne sommes pas contre l'opinion qui ne nous permettent pas d'avoir ce territoire-là. Nous n'avons même pas entrepris des démarches pour avoir ce territoire-là, malgré que, à cause de ce territoire-là, Lomé, notre capitale, elle fait partie des rares capitales qui sont frontières à un autre pays, qui causent véritablement, si je n'ose pas le cacher, l'insécurité à Lomé. C'est pour cela que quand les gens volent, que ce soit les motos, quelque chose, ils rentrent facilement dans le Ghana et ça cause énormément d'insécurité. Et d'ailleurs, il faut l'avouer, c'est ce qui permet, ce qui crée de mésentente entre le Ghana et le Togo pour la frontière maritime. Parce qu'aujourd'hui, les Ghanéens estiment que notre frontière doit être comme ça et nous n'aurons pas accès à la haute mer. Mais ça a fait toujours l'objet de discussions jusqu'à présent. Mais le Togo n'a pas, ou bien n'est pas aigri contre ces pays-là qui n'admettent pas que c'est son territoire. Donc je pense qu'au fait, il ne faut pas toujours chercher, on le dit, Horace l'a dit que la légitimité ou bien l'intervention de la France
doit être quand même repensée, parce que la France doit comprendre qu'à un moment donné, les gens ne veulent pas, ou bien avant les gens applaudissaient, les gens ne veulent pas plus applaudir parce que c'est la France qui a dit. Mais il faut aussi avouer que la France, des fois, n'a pas toujours tort dans un certain nombre de ses interventions. Donc, d'accord, mais peut-être on veut qu'elle garde son avis pour elle-même. oui, mais si on... Puis c'est ça, mais c'est encore quelques minutes. On va rapidement dire un mot sur le Togo. On va passer au Togo. On parle des recettes fiscales au niveau du Togo. Ça, c'est l'affaire de l'Office togolais des recettes qui est chargé donc de collecter les recettes. Ces recettes, au premier trimestre 2023, ont atteint 219,87 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 24,11% par rapport à l'objectif de 912,10 milliards de francs CFA fixé par l'État. C'est les données qui l'indiquent. La mobilisation représente une hausse de 19,61% par rapport au premier trimestre de l'année passée, soit une progression de 36,5 milliards de francs CFA. Horus Donkovi, c'est le travail de l'OTR de mobiliser des fonds. Elle y met j'ai envie de dire, toute l'énergie qu'il faut pour mobiliser ces fonds. Pour moi, ça c'est un avis personnel. Moi, je n'ai pas applaudi pour ça. Bon, mais j'en venais parce que, alors, mettons que ce qu'on nous annonce, c'est que l'OTR a correctement perçu ses taxes. Ouais. C'est ça. Et au-delà même des prévisions. Voilà. Donc, il a perçu ses taxes. Mais à ce chiffre, s'il y a des gens qui veulent s'en réduire, je pense qu'à ce chiffre, il faut demander, ok, d'accord, le nombre de millionnaires au Togo est passé de combien à combien le nombre de sociétés viables est passé de combien à combien les sociétés togolaises, lorsque elles sont créées, ou lorsqu'elles ont été créées, est-ce qu'elles arrivent à passer à la pérennité? Parce que pour moi, c'est un des plus gros défis. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas réussi à faire en sorte que dans le milieu entrepreneurial, quelqu'un qui construit sa société se dise mon enfant va reprendre mon entreprise, et que mon rêve est que mon enfant, à la fin de ses études, vienne reprendre mon entreprise, tout cela en accroissant mes avoirs, c'est caduque. C'est caduque. Donc, un chiffre qui met juste en exergue la capacité à pouvoir percevoir des taxes, quand on sait elles augmentent sans cesse, qu'on rectifie, on réforme et ainsi de suite, tant qu'il n'est pas accolé à un autre chiffre qui permet d'avoir une idée réelle de l'enrichissement des populations, de l'enrichissement des différentes couches sociales du pays, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Parce que Alors, il y a deux choses qui sont évidentes dans la sous-région. C'est le fait de passer au néolibéralisme et donc au capitalisme à fond la caisse. Le problème avec cette doctrine-là, avec ce processus-là, c'est qu'on a un écart entre les strates. On a des riches qui s'enrichissent, on a des pauvres qui s'appauvrissent. Et maintenant, le problème qui se pose, et d'ailleurs c'est ça qui déstabilise les États, c'est qu'en réalité, il n'y a pas création réelle de classe moyenne qui puisse constituer une zone tampon. Et si je prends le cas du Togo, c'est que, je vais donner un exemple, on va bientôt avoir les rentrées scolaires. Si, au bout de 10 ans, vous n'avez pas l'impression que le lycée technique de Lomé est plus, comment dirais-je, est plus efficient qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, c'est zéro. Si vous voyez le lycée technique, il est en décrépitude. Vous allez au lycée, je sais pas, 2 février, décrépitude. Vous allez dans les différents EPP que nous avons, ils sont toujours en décrépitude. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a 10 ans, c'est fièrement que les parents prenaient leurs enfants et disaient « Je vais l'inscrire au lycée Agbalépédo. Ah, je vais le mettre au lycée technique. » C'est fièrement que les parents le disent. Donc si ce n'est pas ça, il y a un problème. Parce que cela sous-entend que vous êtes dans un système où il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir offrir à ton enfant l'école de 150 000, 200 000, et la majorité qui n'ont pas ces moyens-là sont obligés d'avoir un système qui ne fournit pas à leur enfant la capacité de devenir efficient demain. Vous avez les hôpitaux, c'est la même chose. Si vous avez les moyens du CMS, tant mieux pour vous. Mais les CMS, lui, il est obligé de faire avec les moyens du bord. Si vous n'avez pas les moyens, vous êtes obligé de prendre les cliniques de luxe. Sauf que les cliniques de luxe, il faut une assurance. Mais sauf que l'assurance, il faut le salaire qui va avec.
Donc, il faut faire très attention avec ces chiffres-là, parce que ce sont des chiffres, après on va les exposer, après on les montre, on est content, alors qu'en réalité, ils ne traduisent pas de l'appauvrissement de certaines couches de la population. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le Togo, on a dit, c'est le premier réformateur. Donc, on réforme, sauf que la mode est de réformer pour que les autres puissent venir investir dans le pays. Donc, je vais dire de façon triviale, c'est pour que le pays soit mieux croquable. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème jusqu'arrive la crise. Il y a cette anecdote que je vais rappeler aux gens. Je rappelle que lorsque le Togo a été en crise, qu'il a été frappé de sanctions, ce n'est pas le formel qui a soutenu les populations togolaises, c'est l'informel. C'est l'informel qui a permis au Togo de tenir jusqu'à ce que, petit à petit, l'État puisse revenir aux affaires et faire ce qu'il a à faire. Par conséquent, cela sous-entend que quoi? Cela sous-entend que l'informel est une force. Mais le questionnement intellectuel, à mon sens, que les gens doivent se poser, c'est que est-ce que cet informel-là, lorsqu'on prétend le reformer, on ne doit pas le reformer autrement? Est-ce qu'on ne doit pas le reformer selon nos paradigmes? Est-ce qu'on ne doit pas le reformer de façon à ce que, si demain il y a une crise, si demain il y a une sanction, si demain il y a un cas de force majeure, cet informel-là enrichi puisse encore soutenir l'économie du pays? Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de formaliser, c'est que les autres ont dit oui, non, vous savez, vous voulez que telle société de l'extérieur vienne investir chez vous. Bon, faites que les employés soient comme ça, faites que les syndicats soient comme ça, faites que le foncier soit comme ça. Non, et quand ils arrivent, ils investissent et finalement, vous vous transformez en simple perceveur de taxes. Alors que, je vais terminer avec la dernière, alors que ce qu'il vous faut, c'est faire en sorte qu'émerge au Togo des cowboys, comme en Corée, des aobetchu, comme au Japon, qui vont être des sociétés qui vont porter l'économie togolaise. L'exemple que je donne souvent et qui est dommage, c'est celui du monsieur du Foufou Mix. Le monsieur du Foufou Mix, c'est un inventeur. Lui, il a inventé le Foufou Mix. Je pense qu'il a inventé le tracteur et à un moment, il a fait une machine qui fait pour la pâte. Je ferai remarquer aux gens que c'est le même exemple que Samsung. Et Samsung, c'était un boutiquier. C'est un petit boutiquier. Sauf qu'il a eu la chance d'avoir une structuration, des apports économiques qui ont monté la société qui est actuelle là. Quand vous prenez comment on appelle, Subaru, vous prenez Samsung, Hyundai et ainsi de suite et tout ça, c'est parti de petit. Mais à un moment, on s'est dit, oui, il faut qu'on développe une économie locale de telle manière qu'elle puisse conquérir mondialement. Georges Hérault, alors l'OT a dit, j'ai bien fait mon travail, il y a une hausse de 19%. Et avec quelle méthode? Je pense que il faut véritablement que nous puissions comprendre un certain nombre de choses par rapport à OTR. Rapidement, parce qu'il ne reste que 2 minutes pour terminer. D'accord. Et donc, je dirais tout simplement que au niveau de l'OTR, l'objectif a été fixé dans la loi des finances. Et quand on fait le budget, on met l'objectif. On estime qu'au Togo, nous pouvons avoir, par exemple, 1 milliard comme impôt au Togo. Et le OTR est le mécanisme de mobilisation. Et quand la question de mobilisation des ressources financières s'est posée aux pays en développement, on a estimé que l'impôt devient quand même une recette incontournable pour le financement de notre développement, pour ce qui concerne la construction ou bien les infrastructures, la santé, l'éducation, etc. Et donc, OTR est là pour mobiliser ou bien percevoir ces fonds-là, percevoir ces fonds-là. Et donc, il y a de quoi quand même à nous réjouir par rapport à ces avantages qu'il est en train d'avoir. Mais quand on parle de méthode, la méthode, c'est aussi très simple. Nous savons, nous sommes aussi chefs d'entreprise et nous savons la méthode par laquelle l'auteur perçoit. Parce que nous sommes dans la méthode déclarative aujourd'hui. Vous déclarez l'impôt et l'auteur perçoit l'impôt. Je ne pense pas que ce que nous pouvons peut-être dire, c'est que le rôle de l'impôt
Parce que le rôle de l'impôt n'est pas seulement qu'un rôle économique, ni un rôle financier. Oui, il a aussi le rôle... En même temps, moi, quand je parle de méthode, je vais aussi sur le point, et je pense que Russe l'a touché un peu du doigt. Quand on regarde aujourd'hui la stratification de la société, vous avez les pauvres qui sont toujours très pauvres, la classe moyenne, on n'a pas l'impression qu'elle est véritablement Oui, c'est là, augmentée. c'est ce Les que je plus dis. riches également, c'est juste une portion très congrue. On a l'impression que il faut davantage aller gruger sur la capacité, le pouvoir financier de ces entreprises qui se créent sans s'occuper de leur durabilité, de comment on fait pour leur survie, etc. Mais chaque fois, toujours recette, recette, recette. Oui, c'est compte tenu du temps que tu viens Oui. d'annoncer que je vais rapidement. Parce que c'est là où je parle du rôle politique et social de l'impôt. C'est là où il parle, est-ce que l'impôt permet quand même de résoudre le problème d'inégalité? C'est ça, dans nos pays, de résoudre le problème de pauvreté. Parce que, en fait, comme je l'ai dit, l'impôt a aussi ce rôle à jouer. Donc, c'est là où, quand même, nous pouvons nous retenir par rapport à la réjouissance des objectifs atteints par OTR. Et donc, c'est véritablement... Georges Hérault, merci Auguste Tonkovi d'être passé. On aura peut-être le temps de reprogrammer ce sujet pour approfondir cela. Merci à tous, à samedi prochain. D'accord. C'est Auguste.